Pourquoi les victimes françaises touchent-elles en moyenne moins de dommages et intérêts que les victimes américaines? En effet, vous êtes probablement déjà tombé sur une information indiquant qu'un Américain a été victime d'un dommage, que de ce dommage ont découlé plusieurs préjudices, et surtout qu'il a réussi à toucher plusieurs millions, voire dizaines de millions de dollars de dommages et intérêts. D'ailleurs, aux États-Unis, le montant record s'élève à 23 milliards de dollars, accordé par le jury d'un tribunal de Floride à la veuve d'un fumeur. Cette somme astronomique est cependant un cas unique pour une action individuelle, c'est-à-dire une action en justice visant à réparer les préjudices d'une seule personne et non d'un groupe de personnes. Néanmoins, toujours dans le cadre d'une action individuelle, il n'est pas rare de voir que les tribunaux américains peuvent octroyer plusieurs dizaines voire centaines de millions de dollars à une victime. Alors qu'en France, cette situation est beaucoup plus rare. Le montant record d'indemnisation s'élève dans notre pays à 12,4 millions d'euros, soit environ 10 fois moins que certaines indemnisations américaines. Alors les connaisseurs vont me dire oui, mais ce ne sont pas des décisions définitives. Et ils auront raison puisque que ce soit aux États-Unis ou en France, de nombreuses décisions sont encore susceptibles d'appel, c'est-à-dire qu'elles peuvent encore être contestées devant un autre tribunal. C'est le cas de la décision de justice américaine que je viens de citer, et c'est également le cas de la décision de justice française que je viens aussi de citer. Mais à cette remarque, je répondrai tout simplement que l'on s'en fiche, puisque ce qui nous intéresse, en définitive, ce n'est pas le montant qui sera finalement versé à telle ou telle victime. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi il y a une telle différence de montant entre les États-Unis et la France, car qu'il s'agisse d'une décision de justice définitive ou non, cette différence persiste. Quelle est donc l'origine de ce contraste de générosité entre la France et les États-Unis envers leurs victimes? Est-ce parce que les juges américains sont de plus grands défenseurs des victimes que les juges français? Est-ce parce qu'aux États-Unis tout est possible ou cela s'explique-t-il en raison de principes différents entre le droit américain et le droit français? Bien sûr, c'est l'hypothèse des règles de droit différentes qui doit être retenue, sinon cette vidéo n'aurait pas lieu d'être. En France, il existe en droit de la responsabilité un principe qui s'appelle « principe de réparation intégrale ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela signifie que lorsqu'une personne est victime d'un dommage et que des préjudices découlent de ce dommage, alors il convient de la façon la plus efficace que possible de la remettre dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. En gros, l'indemnisation a pour but de faire comme si rien ne s'était passé. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en droit français, en vertu de ce principe de réparation intégrale, tout le dommage doit être indemnisé, mais uniquement le dommage. C'est-à-dire que d'une part, la victime ne doit pas s'enrichir, et d'autre part, les dommages et intérêts ne doivent pas avoir pour but de punir l'auteur du dommage. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire que ce n'est pas juste de ne pas pouvoir punir l'auteur. En droit français, c'est le droit pénal qui devra prendre le relais sur le droit civil, et si l'auteur du dommage a effectivement commis une infraction, alors il pourra par exemple aller en prison. Mais bon, c'est vrai que dans certaines situations, l'auteur d'un dommage n'aura peut-être pas commis d'infraction, et dans ce cas-là, il sera impossible de le faire condamner au pénal, et donc il n'ira pas en prison. De plus, si son assurance prend en charge la réparation, il n'aura alors plus qu'à supporter le paiement d'une franchise, ainsi qu'une hausse plus ou moins élevée de sa prime d'assurance. Maintenant que vous êtes un pro de l'indemnisation en droit français, on va pouvoir mettre un nom sur ces dommages et intérêts français. On les appelle dommages et intérêts compensatoires. Leur but est donc d'offrir une compensation à la victime, je ne vais plus m'attarder là-dessus, je pense que vous avez compris. Aux États-Unis, à l'inverse, ce ne sont pas des dommages et intérêts compensatoires qui existent, mais des dommages et intérêts punitifs. Et j'imagine que tout comme moi, quand vous entendez le mot punitif, vous pensez de suite à punition. Là où en France, le but des dommages et intérêts n'est pas de punir le responsable, mais seulement de réparer, c'est l'inverse aux États-Unis. Dans ce pays, leur rôle est en fait double, les dommages et intérêts doivent réparer et punir à la fois. C'est la raison pour laquelle les dommages et intérêts sont en moyenne plus élevés aux États-Unis qu'en France. On a donc répondu à notre question, mais on peut aller encore plus loin, et comme ça vous pourrez décider de choisir entre le camp du droit français et le camp du droit américain. Le but des dommages et intérêts punitifs est entre autres de prévenir ce qu'on appelle les fautes lucratives. Une faute lucrative, c'est par exemple quand un géant de la grande distribution sait qu'il commet une faute, qu'il sait qu'il viole la loi, mais qu'il sait aussi que grâce à cette violation, il va toucher beaucoup d'argent et même plus que ce à quoi on va le condamner à payer en raison de la violation de la loi. Et c'est donc là qu'interviennent les dommages et intérêts punitifs, leur but étant entre autres d'empêcher les fautes lucratives. Bon, si les dommages et intérêts punitifs semblent quand même présenter des avantages, il y a comme de partout un côté négatif. Le principal effet néfaste des dommages et intérêts punitifs est le fait que les victimes deviennent attirées par l'appât du gain en quelque sorte, et qu'elles se retrouvent prêtes à faire des procès pour tout et n'importe quoi. Le cliché de l'américain faisant un procès pour tout et n'importe quoi trouve donc son origine dans la nature punitive des dommages et intérêts. Avec la multiplication des procès, il y aura un effet d'engorgement des tribunaux, c'est-à-dire que ceux-ci auront trop de litiges à traiter et que par conséquent tout se passera au ralenti. Et certaines victimes qui elles n'auront pas fait un procès pour rien,
et dont la situation personnelle pourra être sensible subiront elles aussi ce ralentissement. D'autres points pourraient bien entendu être relevés, comme par exemple le fait que si les dommages et intérêts sont punitifs, alors les assureurs risquent d'avoir du mal d'indemniser efficacement, d'autant plus que dans chaque contrat d'assurance de responsabilité, il existe des plafonds de garantie. Mais je pense quand même que vous avez assez d'informations pour pouvoir choisir votre camp. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Êtes-vous pour les dommages et intérêts compensatoires ou les dommages et intérêts punitifs? La France ou les États-Unis? Pouvez-vous obtenir indemnisation si vous vous faites spoiler la fin de votre série préférée? Du point de vue du droit, on peut dire que dans cette situation, vous subissez un préjudice qui peut être d'ordre moral. Il existe différents types de préjudices différents, par exemple le préjudice esthétique est celui qui peut être reconnu à la suite d'un accident de la circulation lorsque vous avez été défiguré, mais il s'agit plutôt d'un préjudice corporel et non moral. Ces différents préjudices ne sont pas clairement écrits au sein d'une loi, c'est au juge qu'il appartient de consacrer l'existence d'un préjudice et d'en apprécier l'étendue. Autrement dit, et par extension, c'est à ce juge qu'il appartient de chiffrer l'indemnisation que vous recevrez, les dommages et intérêts que vous recevrez. Donc si vous faites un procès à quelqu'un parce qu'il vous a spoilé le devenir de Jon Snow et que vous avez un bon avocat qui mettra par exemple en avant le fait que vous étiez le plus grand fan de cette série et que depuis cet événement tragique, vous êtes devenu complètement dépressif, alors le juge pourra éventuellement décider de reconnaître un préjudice de spoil, pour parler vulgairement, car il l'intitulera sûrement différemment.